Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la musculation en discutant de prise de muscle, de comment agencer ses séances, de comment agencer ses séries et on va aussi parler de récupération et d'autres choses dans une série de 2 épisodes commençant avec celui-ci. Tout d'abord, vous le savez, les muscles sont primordiaux pour les êtres humains, en ce sens qu'ils nous permettent de littéralement tout faire. Parler, respirer, se tenir assis ou debout, soulever des objets, lourds ou non, bref, tout. Les muscles, ils sont ultra importants. 3 points maintenant pour améliorer le développement et la force musculaire. Tout d'abord, avoir des muscles plus forts, ça ne signifie pas nécessairement avoir des muscles plus gros. Cependant, augmenter la taille d'un muscle le rend presque inévitablement plus fort. Deuxième point, une des raisons pour lesquelles vous voulez rendre vos muscles plus forts est que ces derniers, ils ont la fâcheuse tendance à devenir plus faibles au cours de votre vie. Et ça, c'est un problème auquel on veut essayer de remédier, problème qu'on veut essayer de pallier en soulevant un peu de la fonte chaque semaine. Troisième et dernier point, il n'est néanmoins pas obligatoire de soulever de lourdes charges pour gagner en force ou en taille de muscle si votre but est de contrer les effets de l'âge sur vos muscles. C'est pas compliqué, le simple fait d'aller à la salle de manière régulière, même si on ne fait pas les choses de façon idéale, ce simple fait de régularité va vous permettre de prendre du muscle, quoi qu'il arrive. Voilà, point final, c'est pas plus compliqué que ça. Se rendre à la salle de manière régulière va permettre à vos muscles de se développer. Ça paraît évident. Maintenant, pour optimiser l'hypertrophie de vos muscles, c'est-à-dire augmenter leur taille, si c'est ce que vous voulez faire, le but est de pouvoir contracter des muscles très spécifiques, isolément, d'une manière peu naturelle. Pour la force, en revanche, c'est plus utiliser la musculature comme un système, bouger des charges et bouger son corps. Donc, l'isolation, c'est la chose fondamentale pour favoriser l'hypertrophie. En outre, plus vous êtes en mesure de contracter un muscle isolément, presque jusqu'à la crampe, moins vous aurez besoin de faire de séries pour atteindre les résultats souhaités. Par exemple, pour ma part, j'arrive à contracter les mollets extrêmement bien, ce qui veut dire que bah, j'aurais potentiellement besoin de 2 fois moins de séries qu'une autre personne qui a un peu plus de mal à contracter ses mollets pour atteindre les mêmes résultats. Donc, si vous voulez en gros faire un peu du bodybuilding, si vous voulez faire de l'hypertrophie, l'idéal, c'est donc de faire des exercices qui isolent, un groupe de muscles en particulier. Donc, ben, c'est par exemple faire, des, biceps curls, hem, qui permettent d'isoler vos biceps, vous voyez, en étant assis, en posant les aisselles, sur le banc et en soulevant simplement vos avant-bras pour faire travailler vos biceps. Et voilà, faire n'importe quel exercice qui isole un groupe de muscles en particulier, c'est ce qui semble être idéal et puis voilà, il y a cette connexion entre le cerveau et le muscle qui, semble jouer un rôle hyper important dans l'hypertrophie. Voilà, cette capacité que vous avez à contracter un muscle isolément est très, très fort, presque jusqu'à la crampe comme je l'ai dit. Ça a été montré donc que ça favorisait grandement l'hypertrophie des muscles. Maintenant à la question: «Quels exercices dois-je faire?» Eh bien, je vais vous répondre qu'au début, faire les exercices qui travaillent les muscles que vous voulez travailler.
tout simplement. Hem, voilà, c'est pas plus compliqué, afin que vous aimiez la salle, que vous aimiez, aller à la salle et que vous y alliez de manière régulière pour prendre du muscle, parce que c'est ce qu'on a dit plus tôt. Ben, l'idéal, c'est tout simplement de faire des exercices que vous voulez faire et c'est encore mieux si vous aimez les faire. Mais voilà, si vous avez envie de faire une séance jambes qu'avec des squats, ben, faites que des squats. Vous n'êtes pas obligé de faire des extensions de quadriceps, vous n'êtes pas obligé de faire la presse. Si c'est les squats qui vous font plaisir, ben, faites 20 séries de squats, tout simplement. Heu, donc au début, vous faites les exercices qui travaillent les muscles que vous voulez travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour savoir si ce que vous faites travaille le muscle que vous souhaitez, vous pouvez chercher parmi ces quelques indicateurs. Premièrement, au cours du mouvement, lors de vos répétitions, essayez de sentir la tension dans le muscle. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites un développé couché incliné avec 2 haltères, une haltère dans chaque main, hem, eh bien, ressentez l'étirement, la tension dans vos pecs, lorsque vous êtes en bas du mouvement, lorsque vous remontez, tout au cours du mouvement, ressentez la tension, dans ce muscle. Deuxièmement, sentir la sensation de brûlure dans le muscle. Ceci s'applique généralement quand on fait un assez grand nombre de répétitions, bien sûr, mais cette sensation de brûlure, elle peut arriver très, très vite si vous travaillez avec de grosses charges. Donc là encore, pour reprendre l'exemple du développé couché incliné avec une haltère dans chaque main, eh bien, c'est tout simplement de sentir vos pecs chauffer et peut-être même atteindre la brûlure. Ça marche aussi, enfin ça marche pour tous les muscles, hein, pour les squats aussi. Et c'est ça qui généralement fait qu'on n'aime pas trop les séances jambes, c'est que ça brûle très très fort. Hem, Troisièmement, eh bien, c'est de voir la congestion de vos muscles. Comme ils sont censés être gorgés de sang, bah, ils sont plus volumineux qu'au repos, donc on peut voir les veines plus facilement, et cetera. Donc, pour reprendre encore une fois mon exemple, le développé couché incliné, c'est censé travailler vos pectoraux. Donc, bah, une fois que vous avez fait, plusieurs séries, c'est cette partie-là de votre corps qui doit être gorgée de sang et vous devez avoir peut-être des pectoraux plus saillants que quand vous êtes au repos. Ils sont plus gros, vous voyez peut-être même des veines sur vos pectoraux, qui sortent un peu et donc ça, c'est un bon signe pour savoir que vous travaillez bien ce muscle. Et puis, un autre point, c'est, la fatigue et les crampes après sa séance, qui sont, tout simplement de bons indicateurs pour savoir si on a bien travaillé les muscles souhaités. C'est pas compliqué, si vous avez fait une séance, encore une fois pour les pecs, et que vous crampez ou que vous ressentez une certaine faiblesse dans ce groupe de muscles lors de certains mouvements, par exemple, simplement en levant un peu votre bras, pour, aller attraper, quelque chose qui est un tout petit peu en hauteur ou ouvrir un placard et cetera. Bah, si vous avez détruit vos pecs comme ça, et que ça fait un peu mal, ben, c'est probablement que vous les avez bien travaillés. Au contraire, si vous êtes en mesure de faire une série, de près de 10 répétitions en développé couché avec la charge maximale que vous savez, être en mesure de soulever en temps normal, alors c'est que vous n'avez pas correctement effectué les exercices et que vous n'avez pas autant travaillé que vous l'imaginiez. Donc en gros, le point clé, c'est qu'il faut que vos muscles, ils fassent mal. Il faut que vous ayez du mal, à la fin de votre séance à faire plus que ce que vous avez fait et en tout cas, il faut que ce soit, impossible, que vous puissiez faire une série complète avec, votre maximum de répétitions et votre maximum de charge. Donc le dernier point, c'est que si vos muscles sont fatigués et si vous avez de légères courbatures les jours suivant votre séance, c'est un bon signe que vous avez bien travaillé les muscles que vous souhaitiez. Voilà. Donc généralement, le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir, si vous vous entraînez bien, ça va être très difficile d'enchaîner 2 jours à faire les pecs. Parce que bah, le lendemain, vous allez
Après, vous êtes détruit les pecs pendant 2 heures à la salle aujourd'hui, par exemple, et ben demain, vous allez avoir mal aux pecs, vous allez avoir du mal à lever vos bras, etc. et à faire tout mouvement qui demande vos pecs. Et donc, bah, si vous refaites une séance qui implique les pecs le lendemain, eh bien, bah, il va y avoir ce phénomène de, bah, déjà, la douleur, elle va vous empêcher d'aller aussi fort que la veille. Et puis aussi, vous allez pouvoir moins charger, faire moins de répétitions. Bref, ce sera beaucoup moins efficace. Donc en fait, c'est vraiment un bon truc de fatiguer le muscle et qu'il soit un peu douloureux, au moins le lendemain et peut-être même le surlendemain et pendant 3 jours s'il faut. Et voilà, après, une fois que vos muscles ne font plus mal, une fois qu'ils ont l'air d'être retournés à leur état normal, qu'il n'y a plus beaucoup de fatigue dedans, c'est là où vous pouvez recommencer à y aller fort et à taper, à soulever fort de la fonte pour eh bien, refaire grossir ces muscles, retravailler ces muscles-là. Voilà, donc ça, c'était les 5 points, les 5 indicateurs pour savoir si vous travaillez le muscle. Je vais les récapituler. Sentir la tension dans le muscle lors de vos répétitions, sentir la sensation de brûlure dans le muscle, euh, voir la congestion de vos muscles, sentir de la fatigue et des crampes, après votre séance et sentir de la fatigue, et de légères courbatures les jours suivant votre séance, hem, tout simplement. Une chose ensuite qui est une chose à éviter, pardon, c'est la fatigue au niveau des articulations. Concrètement, si lors de votre série pour les biceps, par exemple, vos coudes commencent à beaucoup tirer, c'est probablement que vous ne faites pas bien le mouvement. Bien sûr, vous allez ressentir de petites douleurs et vous ne pourrez jamais éliminer complètement ces douleurs-là. Ce n'est pas le but de le faire. En revanche, il faut que ce soit vos muscles qui deviennent douloureux en majorité et non vos articulations, parce que évidemment, on veut éviter les blessures. Vous vous doutez bien que si vous mettez trop de tension sur des articulations comme les coudes, eh ben, les ligaments et les tendons qui sont au niveau de ces articulations, vous n'avez pas envie qu'ils cassent, vous n'avez pas envie qu'ils pètent parce que bah, déjà vous avez envie de continuer à vous entraîner et à pousser de la fonte pour améliorer votre physique et la résistance de votre corps aussi. Et puis tout simplement parce que aussi vous avez peut-être vu de nombreuses vidéos de personnes qui vont un peu trop fort et qui se cassent ces endroits-là et vous avez sincèrement, je pense, pas envie de finir comme ça. Voilà, le but c'est d'apprécier ce qu'on fait, c'est de le faire bien et de la manière la plus sécurisée possible afin qu'on puisse y aller de manière régulière et construire les muscles comme on le souhaite. Maintenant, le bodybuilding, c'est un sport qui est individuel. Bien évidemment, vous pouvez vous entourer de personnes qui sont compétentes, mais en ce qui concerne les exercices que vous aimez faire, la nutrition, c'est vous qui décidez, car sinon vous ne tiendrez tout simplement pas sur la durée. Je vous donne ici donc des informations qui peuvent vous servir pour votre aventure dans ce monde, mais vous devez vous adapter et rendre cela plaisant pour pouvoir tenir sur le long terme et atteindre vos objectifs. Bien sûr, voilà, comme j'ai dit, ça reste donc un sport qui est largement individuel, même si vous avez, par exemple, un groupe de potes, un groupe d'amis avec qui vous allez régulièrement à la salle ou à chaque fois, pour chaque séance, vous allez avec eux. Certes, ils peuvent vous permettre de vous motiver, etc., mais c'est pas eux qui vont choisir les exercices que vous aimez faire et que vous allez faire. C'est pas eux qui vont non plus vous dire qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, etc. Comment dormir, comment récupérer, etc. C'est grandement individuel. Moi, je vais vous donner à travers ces 2 épisodes et à travers les nombreux épisodes qui vont parler de ce sujet, je vais vous donner des clés, je vais vous donner des choses que vous allez pouvoir mettre en place, tester, voir comment ça vous affecte, voir comment ça affecte votre performance sur les cours, sur le long terme, et voir ce qui vous plaît moins, etc. Et, et voilà, et vous
trouver quelque chose qui vous permet de continuer d'aller à la salle, d'aimer aller à la salle, qui vous permette d'atteindre votre objectif. Et ça, évidemment, ça se fait en étant régulier sur le long terme, en faisant les exercices qui sont nécessaires pour faire, eh bien, tout simplement évoluer vos muscles, pour prendre du muscle, mais faire ce que vous aimez, et pas ce et voilà, moi je veux pas vous imposer des exercices parce que, des études ont montré que, le développé couché incliné avec la barre, la grosse barre, c'est plus, efficace qu'un développé couché, heu, complètement horizontal avec la grosse barre pour, les pecs. Peut-être que des études vont dire ça. Moi, je vous dirais peut-être que c'est plus efficace, que ça permet une plus grosse hypertrophie ou en tout cas une hypertrophie plus rapide du muscle, et cetera. Mais si vous préférez faire un développé couché incliné avec le banc complètement horizontal, enfin du coup un développé couché avec le banc horizontal plutôt qu'un développé couché incliné, bah faites le développé couché avec le banc totalement horizontal. Il faut que vous fassiez ce qui vous plaît. Voilà, ça, c'est la chose la plus importante. En termes de nutrition, c'est pareil, on va beaucoup en parler euh, sur cette chaîne. Il va y avoir des épisodes dédiés à ça. Mais encore une fois, ce sera à vous de tester ce qui marche le mieux pour vous, ce qui marche le mieux pour vos performances, pour votre récupération. Voilà, et pour cette aventure de bodybuilding, pas forcément devenir un bodybuilder et faire des compétitions, que ce soit amateur ou professionnel, mais voilà, simplement, le bodybuilding, c'est tout simplement l'art de se sculpter un physique dont on est fier et un physique aussi qui nous permette d'évoluer plus sereinement avec l'avancement de l'âge, etc. Voilà, qui nous permettent de pas trop nous soucier de notre dépérissement et de pouvoir le contrer un peu. Et justement, afin de tenir sur le long terme, eh bien, vous n'avez pas envie de vous blesser. Peu importe votre âge, aucune blessure n'est plaisante. Et même quand on est jeune, on peut se faire des blessures qui sont irréversibles et qui changeront notre manière de faire certains mouvements pour toujours. Cependant, la musculation est un sport qui comporte beaucoup moins de risques de blessures que le foot, le rugby, le tennis, le ski. Mais personne n'est contre limiter au maximum les risques. Et ça, c'est vrai, généralement, si vous regardez, si vous suivez un peu les bodybuilders, eh ben, ils ont quand même moins de chances de se blesser que des gens qui jouent des sports collectifs, ou même individuels que j'ai cités, où il faut courir, et cetera. Donc c'est un sport qui est relativement, heu, sécurisé, il y a peu de risques de blessure. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours avantageux de limiter au maximum les risques pour qu'on ait encore moins de chances de se blesser. Et pour ce faire, eh bien, il faut notamment avoir une bonne technique, ce qui de surcroît optimise vos gains musculaires. On va voir donc 5 facteurs qui sont importants ici et qui fonctionnent pour la majorité des personnes et pour la majorité des exercices. Premier point, une bonne technique doit être de cibler un muscle ou un groupe de muscles particulier. C'est là, on en revient au point précédent, enfin, à ce qu'on a dit plus tôt dans cet épisode, c'est que pour favoriser l'hypertrophie, il faut pouvoir isoler un groupe de muscles. Donc, il faut faire des exercices qui isolent des groupes de muscles et il faut éviter donc de faire des exercices qui vont demander l'utilisation de plusieurs groupes de muscles, comme par exemple certains exercices, le deadlift, ça va vous faire travailler à la fois les jambes, à la fois le dos, un peu les bras, etc. Donc ça, c'est pas le genre d'exercice qui est
hyper avantageux pour la prise de muscle. Et pour optimiser ses gains musculaires, il vaut mieux essayer de faire des exercices qui isolent les jambes, ensuite un exercice qui isole le dos, ensuite un exercice qui isole les bras, mais comme les bras, il y a les biceps et les triceps, on veut isoler d'abord les biceps, puis ensuite les triceps, puis peut-être aussi ensuite les avant-bras, puis les épaules, etc., etc. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir un mouvement très stable car ça réduit les risques de blessures et ça vous permet d'appliquer plus de force que si vous devez compenser l'instabilité. Ça, vous l'avez déjà tous expérimenté. Si vous êtes dans une très bonne position sur le banc, par exemple, ou on va dire sur un squat. Quand vous faites un squat avec la barre, si vos jambes elles sont bien positionnées, si vous faites bien le mouvement, que vous êtes stable, que vous êtes bien ancré dans le sol comme il faut, eh bien vous allez être en mesure de pousser bien plus fort sur vos jambes et d'y aller plus fort. Si en revanche vous commencez à devenir instable, si vous commencez un peu à perdre l'équilibre, bah là vous allez commencer à faire des mouvements un peu dans tous les sens, à essayer de compenser l'instabilité vous allez pouvoir appliquer moins de force, ça va être plus dur pour remonter, etc. Et vous allez solliciter en plus d'autres muscles, tout ça. Donc la stabilité, c'est un point hyper important euh, pour pouvoir optimiser ses gains, pour pouvoir éviter les blessures et pour pouvoir tout simplement exercer plus de force. Le troisième point, c'est de contrôler la phase excentrique du mouvement. Donc globalement, c'est la phase, de descente, par exemple durant les tractions ou même avec la barre pour les pecs ou avec les squats. Donc c'est quand on va descendre, plutôt que de, se laisser, tomber, plutôt que de laisser la gravité nous ramener, en fait, il faut essayer de contrôler un peu, cette phase. Parce que en général, elle est moins bien gérée que la phase concentrique, parce que cette phase concentrique, elle est gérée, généralement automatiquement par le corps et elle est plutôt bien. Voilà, parce que, bah, quand vous montez, quand vous faites des tractions, Heu sur la phase de montée, votre corps, il contrôle à peu près la montée, il vous envoie pas toute l'énergie, vous allez pas vous placarder sur le plafond. En revanche, sur la descente, bah, si vous contrôlez pas, bah, vous allez redescendre comme une masse et ça va mettre énormément de tension sur vos poignets, sur vos coudes, sur vos épaules si vous faites des tractions. Hem, Si vous faites un développé couché, vous allez juste vous exploser le plexus, solaire. Donc il faut contrôler cette phase de descente, non seulement pour éviter les risques de blessures, ensuite pour avoir tout simplement, une répétition un peu plus longue et donc solliciter les muscles un peu plus longtemps et donc potentiellement améliorer ses gains aussi. Mais voilà, en fait, le fait de contrôler cette phase de descente, va vous permettre donc de mieux contrôler vos séries, d'avoir moins de chances que vous vous blessiez, au cours de ce mouvement et ça va aussi vous permettre donc de solliciter un peu plus longtemps les muscles et donc bah, de faire le muscle. Généralement, d'ailleurs, c'est cette phase excentrique du mouvement qui est la phase la plus importante pour construire le muscle. Alors bien sûr, le plus important, c'est le sommeil parce que c'est là où les muscles vont vraiment se faire. Mais lorsque vous faites un exercice, l'important, c'est cette phase qu'il faut contrôler, cette phase excentrique du mouvement. Quatrième et avant-dernier point, hem, c'est de chercher à étirer le muscle au maximum en fin de mouvement, tout simplement car cela stimule l'hypertrophie et donc favorise la prise de muscle, et on a voilà, c'est favorisé de l'ordre de 5 à 10. Donc on a une hypertrophie qui est augmentée de 5 à 10 lorsque l'on fait ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chercher à étirer, le muscle au maximum? Si on reprend l'exemple du développé couché incliné avec, 2 haltères, 1 haltère dans chaque main, c'est vraiment d'essayer d'amener, le plus possible ses poings, heu, au niveau de ses pecs. Je dis pas de les amener sur les pecs, mais de descendre vos coudes et cetera, le plus loin possible, que vos omoplates se touchent en fait et que, vos poings soient le plus près possible, soient alignés quasiment avec vos pecs. Tout simplement pour que vous sentiez cet étirement dans le pec. Alors bien sûr, il faut pas trop pousser,
pas trop l'étirer, pour éviter que ça casse, bien sûr. Mais il faut aller chercher cet étirement, parce que encore une fois, ça favorise la prise de muscle, parce que ça stimule encore un peu plus l'hypertrophie. Enfin, le dernier point, c'est la régularité des répétitions. Régularité qui est plus facile d'ailleurs si on contrôle la descente, et que l'on va, moins vite durant cette phase, nous permettant même de faire des ajustements sur notre position en cours de mouvement, en plus donc, comme je l'ai dit, de réduire les risques de blessure. Donc voilà, c'est de faire, la régularité des répétitions. Concrètement, c'est d'avoir, des phases de montée et de descente qui durent à peu près la même, durée à chaque fois avec cette composante de contrôle, donc qui permet en plus, voilà, de vous d'ajuster votre position pour vous restabiliser, ou pour vous stabiliser tout court, de réduire les risques de blessures et cetera et cetera. Donc ça, c'était, hem comment avoir une bonne technique? C'était 5 facteurs pour avoir une bonne technique. Je vais vous résumer rapidement les 5 points que l'on vient de faire. Donc, pour avoir une bonne technique, il faut on fasse des exercices qui ciblent un muscle ou un groupe de muscles. Ensuite, il faut avoir un mouvement qui soit stable. Ensuite, il faut contrôler la phase excentrique du mouvement, donc c'est la phase de descente. Lorsque vous descendez pour un squat, lorsque vous faites descendre la barre, quand vous faites des pecs ou quand vous descendez sur des tractions. Quatrièmement, il faut chercher à étirer le muscle au maximum en fin de mouvement. Et dernièrement, il faut faire des répétitions régulières avec des phases de montée et de descente avec la même durée. Tout cela permet de prendre du muscle de manière optimale, sans trop charger, ce qui réduit encore les risques de blessure. Et un dernier point, c'est de faire une petite pause à la fin de son mouvement lorsqu'on est à l'étirement maximal du muscle. Donc, une fois que vous avez descendu vos 2 haltères et que vous êtes à cet endroit maximum où vos poings sont quasiment alignés avec vos pecs, hem, vous faites une petite pause de 1-2 secondes avant de remonter vos charges. Hem et ça marche pour tous les exercices. Quand vous faites votre squat, vous restez 1 ou 2 secondes tout en bas et puis vous remontez. Voilà, ça c'est une autre chose qui permet de prendre du muscle. Ensuite, eh bien, parlons un peu de l'échauffement. L'échauffement, il y en a 2 types. Le premier, c'est un échauffement général, qui peut être performé à l'aide d'un vélo elliptique, par exemple, ou des étirements dynamiques et cetera. Mais il ne semble pas que cela fasse une grande différence en termes de performance, en plus de pouvoir s'éterniser et de nous faire perdre du temps. Ça, c'est pas faux. Des fois, il y a des personnes qui vont passer, heu plusieurs dizaines de minutes à faire du vélo elliptique ou plusieurs dizaines de minutes à faire des étirements dynamiques, avant leur séance, qui vont passer, voilà, 20-30 minutes à s'échauffer. Heu, Bah, ça fait des séances qui sont longues, surtout si vous aimez vraiment la salle et cetera et que vous avez tendance à faire des séances qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça veut dire que vous passez déjà 2 heures avec ces étirements-là dans la salle et cetera. Bon, ça commence à faire beaucoup, surtout si vous avez envie d'y aller, très régulièrement dans la semaine. Le deuxième type d'échauffement, et qui est peut-être le meilleur type d'échauffement, ça s'appelle l'échauffement spécifique. Cet échauffement, il a été prouvé scientifiquement pour être meilleur pour le gain musculaire, en plus d'encore une fois réduire les risques de blessures. Donc selon l'exercice, que vous voulez faire en premier dans votre séance, vous faites cet exercice avec une charge très légère. Vous faites 12 répétitions, hem, 12 répétitions, heu, ensuite vous en faites 8 avec une charge un peu plus lourde et après un temps de pause, vous faites 2 à 4 répétitions avec une charge encore plus lourde et encore plus proche de votre charge de travail. Puis vous faites
une petite pause et vous pouvez mettre votre charge de travail et commencer votre séance. Donc en gros, ce que je vous dis, c'est que l'échauffement spécifique, c'est que vous faites entre une et trois séries qui permet tout simplement de chauffer le groupe de muscles particulier que vous allez travailler en premier et ça permet donc aussi à votre cerveau de se dire ok, on va partir sur ce mouvement et ça habitue donc votre cerveau à faire ce mouvement directement. Hem, donc une première série avec 12 répétitions avec une charge modérée, hem, on va dire à 60 de votre max, enfin de votre charge de travail, peut-être même moins, 40 entre 40 et 60. Ensuite, vous faites 8 répétitions avec entre 60 et 80 de votre max, puis vous faites 2 à 4 répétitions entre 80 et 90 de votre charge de max, de votre charge de travail. Hem et ensuite, bah, vous pouvez partir sur faire vos séries. Hem, Derrière, si vous enchaînez avec un exercice qui cible le même groupe de muscles, il n'y a pas besoin de tout refaire. Vous avez simplement à refaire une seule série juste pour ressentir le mouvement et se préparer à bien le faire, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous pouvez faire juste une seule série, par exemple de 8 répétitions à entre 60 et 80 de la charge de travail que vous avez utilisée. Ça, c'est dans le cas où vous faites un exercice qui cible le même groupe de muscles que l'exercice précédent. En revanche, si vous enchaînez sur un exercice ciblant un autre groupe de muscles, par exemple, vous avez fait les triceps et derrière vous allez faire des squats, j'en sais rien. Non, c'est pas très réaliste. Vous avez fait des dips, on va dire, et derrière vous allez faire des biceps curls. Ça va pas cibler le même endroit. Donc, si vous enchaînez sur ce type d'exercice, eh bien, vous n'avez pas encore travaillé le groupe de muscles, donc il faut refaire cet échauffement. Hem, donc concrètement, le mieux, c'est d'échauffer le groupe de muscles que vous allez travailler, puis de faire vos séries, puis d'échauffer le groupe de muscles suivant que vous allez travailler, de faire vos séries, et cetera, et cetera. En plus, l'avantage de cet échauffement spécifique, c'est que déjà, ça vous fait faire des séries, tout simplement. Ça vous fait faire un tout petit peu plus de volume. En plus donc, comme on l'a dit, de limiter vos risques de, blessures, et voilà, ça optimise l'échauffement, heu, en habituant directement son corps à faire ce mouvement très précis, à utiliser ces muscles-là très précisément. Donc l'échauffement spécifique, c'est quelque chose qui est, fort, fort, fort intéressant. Maintenant, eh bien, on va parler du nombre de répétitions par série que vous pouvez faire. Alors, il y a deux points. Si vous voulez développer de la force, idéalement, le nombre de répétitions par série, c'est entre 3 et 6. Si vous cherchez à faire de l'hypertrophie, donc à gagner du muscle, à prendre de la taille, que vos muscles deviennent plus gros, eh bien, il faut faire entre 5 et 30 répétitions par série et arriver proche de l'échec. Hem, Quand je dis, qu'elles doivent arriver donc proche de l'échec, la majorité de vos séries, au moins 90, ne doivent pas aller jusqu'à l'échec, car cela vous permet de faire plus de volume et d'optimiser vos gains. En effet, quand vous allez jusqu'à l'échec complet, vous allez générer une telle fatigue musculaire que ça va être très compliqué de faire beaucoup de séries, de faire du volume. Donc, pour la majorité de vos séries, essayez d'aller juste à la limite de l'échec, c'est-à-dire entre une et 3 répétitions de l'échec. Si par exemple, vous faites un test, vous faites du développé couché, vous avez 25 kilos par main, et vous êtes en mesure de faire 15 répétitions et au bout de la 15e, vous êtes en échec, et ben, lorsque vous allez faire votre séance, idéalement, vous faites des séries qui sont entre 11 et 14 répétitions à chaque fois, heu et ça va vous permettre d'améliorer, d'optimiser vos gains et comme vous allez pas autant fatiguer vos muscles que comme si vous alliez jusqu'à l'échec complet, vous allez en plus pouvoir faire
plus de volume, ce qui va donc mener à l'optimisation de vos gains. Une autre chose qui peut être intéressant, c'est d'ajouter un peu de variété en faisant des séances où vous faites des séries de 5 à 8 répétitions, puis la séance d'après, par exemple, vous faites de 10 à 15, puis celle d'après 20, 25, et puis vous changez, vous recommencez, etc. Ça, c'est vrai pour tout le monde et il y a énormément de gens qui le disent quand ils font des activités, par exemple de la course à pied qui sont des activités assez répétitives, surtout si par exemple vous courez toujours au même endroit, bah, il y a beaucoup de gens qui d'un coup, sur un coup de tête, vont changer de parcours et vont dire après ça, ils vont dire ah c'était génial, j'ai bien aimé, c'était trop cool, j'ai changé de parcours, etc. Parce que la nouveauté, bah, ça permet bah, tout simplement d'amener un changement et bien que pour certaines personnes le changement ça puisse un peu bah, les perturber, un peu les énerver, ça c'est enfin les énerver, pas forcément, mais plus les perturber, ça c'est un peu comme moi par exemple. Moi j'aime beaucoup rester dans une routine, mais c'est vrai que lorsqu'on change, il y a un peu cette excitation, un peu comme quand on est enfant finalement, il y a un peu cette excitation de la découverte, cette excitation de la nouveauté. Et donc ça, ce sont des choses, des petites choses qui peuvent vous permettre bah, d'aimer encore plus aller à la salle et donc de tenir sur le long terme. Et ça, bah, ça ne pourra avoir que de grands bénéfices pour vous. Après donc avoir parlé du nombre de répétitions par série, on va s'attaquer au nombre de séries par groupe de muscles. Le premier point, c'est que les débutants peuvent littéralement se contenter d'une seule série par groupe de muscles. Hem, Bah voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous êtes un débutant, vous pouvez vous concentrer, vous contenter pardon d'une seule série, par groupe de muscles, tout simplement parce que bah, si vous êtes débutant, c'est que vous n'avez pas forcément beaucoup de muscles et que donc bah, les résultats vont arriver assez vite en fait hein, quand on n'a pas déjà quand on n'a pas déjà beaucoup de muscles, bah, en fait la prise de muscle est plus rapide au début, et les gains sont plus visibles et plus rapides au début, ça vous le savez. Donc c'est pour ça que des débutants peuvent se contenter d'une seule série. Hem, Si vous faites par exemple, les biceps tous les jours, heu, là c'est un autre point, 2 séries 2 séries, voilà, par jour, par séance, ça peut vous suffire car, bah, sur la semaine, le volume d'entraînement de ce muscle et bah, il sera largement raisonnable. Voilà, donc si vous adorez faire les biceps et que vous voulez en faire tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire 10 séries par jour, vous pouvez en faire seulement 2. Ouais, ça fait 14 séries et on est largement bien pour de l'hypertrophie. Et en plus, si vous débutez, ce sera largement bien. Hem, Ensuite, troisième point, vous pouvez aller jusqu'à 12 voire 15 séries par séance, et par exercice. Mais il y a quand même de fortes chances pour que les 5-6 dernières séries soient ce qu'on appelle du junk volume. Qu'est-ce que le junk volume? Je vais vous donner un exemple. Vous faites un exercice avec 20 kilos par bras au début, heu, et vous êtes en mesure, au début donc de votre séance, de faire 30 répétitions avant d'être proche de l'échec. Puis, au bout de la 10e série, vous n'arrivez plus qu'à en faire 15 de répétitions avant d'être proche de l'échec avec la même masse. Donc, vous n'êtes plus du tout efficace. Hem Donc ce junk volume, c'est d'en gros faire des séries qui servent à peu près à rien, parce que bah, vous avez déjà, suffisamment travaillé vos muscles et ils peuvent pas, vous pouvez pas autant, en envoyer que ce que vous avez pu le faire sur les premières répétitions. Donc c'est pas forcément idéal de faire des grands nombres de séries. Voilà. Le 4e point, c'est que l'idéal justement, si on entraîne un groupe de muscles une seule fois par semaine, c'est de faire entre 5 et 8 séries par séance, par groupe de muscles. Donc voilà, vous faites entre 5 et 8 séries
généralement, dans ces eaux-là, vous aurez très peu, si c'est pas du tout de junk volume, vous arriverez à faire vos 15 répétitions au maximum jusqu'à proche de l'échec, entre 5 et 8 fois. Ça, normalement, il y aura pas trop de problèmes. Avant-dernier point, afin de maintenir sa masse musculaire, 5 séries par groupe de muscles par semaine dans la plage de 30 à 80% de votre maximum de répétitions, enfin votre répétition maximum sur une répétition. Euh, je vais reprendre, pardon. Donc afin de maintenir votre masse musculaire, l'idéal c'est de faire 5 séries par groupe de muscles. Le minimum c'est de faire 5 séries par groupe de muscles par semaine dans une plage de 30 à 80% de, du maximum que vous avez pu faire en termes de charge sur une répétition sur cet exercice dont on va parler plus tard. Donc c'est le One Rep Max en anglais et on va en parler plus tard dans cet épisode ou dans le prochain épisode. Euh, Ça semble être en tout cas la meilleure solution. En résumé, faites globalement entre 5 et 15 séries par semaine par groupe de muscles dans cette plage de 30 à 80% de votre maximum de charge sur une répétition sur l'exercice que vous allez faire. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais l'expliquer vite fait. Le One Rep Max, concrètement, vous faites des squats. Vous allez charger la barre, vous allez faire un test. Voilà, vous allez vous échauffer, vous allez faire plusieurs séries pour vous échauffer. Vous allez augmenter graduellement la masse que vous allez vous mettre sur les jambes, sur la barre, etc. Et concrètement, il y a un moment où, par exemple, vous allez avoir chargé la barre, au total, vous allez avoir 100 kilos et vous allez faire une répétition. C'est-à-dire qu'avant, à chaque fois, vous avez fait qu'une seule répétition. Vous avez fait une seule répétition à 50 kilos, une seule répétition à 60, une à 70, une à 80, une à 90. Vous arrivez à 100, vous faites une répétition, vous montez, vous montez, vous montez, vous arrivez. Ensuite, vous vous dites, OK, ça va être compliqué, je vais mettre 102. 102, vous n'y arrivez pas, c'est trop dur, malgré le temps de pause, etc. Dans ce cas-là, votre one rep max, c'est 100 kilos pour le squat, pour les squats. Donc, quand vous allez faire vos séries pour maintenir, donc quand vous allez faire vos séries, si vous voulez simplement maintenir votre masse musculaire, minimum, il faut faire 5 séries entre 30 à 80% donc de ce one rep max. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire au moins 5 séries de squat en allant proche de l'échec avec entre 30 et 80 kilos. C'est à vous de choisir. Vous prenez la masse que vous voulez entre 30 et 80 kilos si votre one rep max il est à 100 kilos sur les squats, par exemple. Voilà. Donc, 5 séries minimum, ça c'est pour le maintien de la masse musculaire, et donc il faut faire un peu plus, et peut-être que c'est entre 5 et 8 qui semble être l'idéal, l'optimal pour prendre du muscle sur le long terme, entre 5 et 8 séries par groupe de muscles par semaine. Maintenant, on peut se poser la question, quel programme d'entraînement suivre, tout simplement. Par rapport à cette question, bah, il n'y a pas une seule bonne réponse. Un programme du type push-pull-leg est aussi bien qu'un programme full body ou que plein d'autres programmes. Il en existe des dizaines et des dizaines de programmes de musculation. Le tout, c'est encore une fois de pouvoir entraîner les muscles en y allant fort pour tous les groupes de muscles possibles et que les muscles ils aient entièrement récupéré avant de refaire une séance les impliquant. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Si vous faites, si vous refaites une séance PEC trop proche de la dernière que vous avez faite et que vous avez encore des douleurs dans vos pecs, encore un peu des courbatures, etc., ben, vous risquez de ne pas être aussi efficace que lors de la précédente séance et donc les gains seront pas optimaux. Donc le tout, voilà, pour un programme d'entraînement, c'est de faire un programme qui touche tous les muscles de votre corps, tous les groupes de muscles qui sont importants. On fait les jambes, on fait les abdos, on fait les pecs, on fait les bras, on fait le dos, on fait tout. Voilà. Euh, mais voilà, c'en est un qui fait ça
qui vous permettent d'avoir suffisamment de temps de pause, surtout si vous allez faire plusieurs fois dans la même semaine le même groupe de muscles, il faut qu'il y ait suffisamment de temps de pause entre les deux séances les impliquant pour qu'ils aient suffisamment récupéré. Ça, c'est une chose fondamentale. Et le dernier point, encore une fois, c'est que vous fassiez des exercices qui vous plaisent aussi, pour pouvoir, encore une fois, être régulier, tenir sur le long terme. Maintenant, eh bien, comment déterminer si vous faites le bon volume? Un petit exemple pour commencer à répondre à cette question. Euh, Encore une fois, supposons que vous fassiez les pecs et supposons que vous les fassiez le lundi et le jeudi. Là, c'est ce dont je vous ai déjà parlé et dont je viens de reparler d'ailleurs. Si vous ressentez encore un peu de fatigue au niveau des pecs le mercredi soir et que le jeudi, vous avez entièrement récupéré et que vous êtes de nouveau prêt à tout donner, alors là, c'est parfait. Vous pouvez y aller le jeudi, vous envoyez tout et vous redétruisez vos pecs comme vous l'avez fait le lundi. Si ça n'est pas le cas, si vous avez déjà par exemple récupéré le mardi soir, alors il faudra augmenter le nombre de séries le lundi d'après en passant, admettons, de 4 séries à 5 ou 6 séries. Donc ça veut dire que vous faites votre séance spec le lundi, vous vous détruisez. Le lundi soir, vous avez un peu mal. Le mardi, dans la journée, vous avez un peu des courbatures, mais le mardi soir, terminé, vous avez plus mal. Le mercredi, tout va bien. Ça veut dire que vous, en fait, et puis voilà, il faut certainement ajouter des séries, peut-être ajouter des répétitions, peut-être augmenter la charge, mais en tout cas, il faut y aller plus fort si vous souhaitez euh, donc faire PEC lundi, jeudi. L'idéal, c'est d'avoir encore un peu mal le mercredi et que le jeudi, vous n'ayez plus mal et que vous puissiez repartir à 100%. Donc ça, ce sont des choses que vous allez devoir tester et vous adapter euh, de semaine en semaine, s'adapter pour voir, ok, là j'en ai fait trop, là j'en ai pas fait assez. Voilà, c'est un travail d'adaptation. Parce que le troisième cas, c'est que vos pecs sont encore, par exemple, fatigués le jeudi. Donc, si c'est le cas et que vous sentez qu'ils sont plus faibles que le lundi, alors la prochaine fois, le lundi d'après, il faudra diminuer le nombre de séries. euh, Parce que vous n'avez pas forcément diminué la charge, vous avez surtout diminué le nombre de séries. Donc encore une fois, c'est de l'adaptation. Soit c'est le ratio parfait, vous faites votre séance le lundi, le mercredi vous êtes encore un peu fatigué, le jeudi ça va très bien, vous pouvez refaire la même séance que le lundi sans aucun problème. Soit vous avez récupéré trop vite, c'est-à-dire que dès le mercredi vous auriez pu refaire une séance PEC comme le lundi, et donc le lundi d'après vous allez essayer d'y aller un peu plus fort, de rajouter des séries. Soit c'est le dernier cas et le jeudi vous êtes encore fatigué et vous ne pouvez pas aller aussi fort que le lundi, eh bien là ça voudra dire que le lundi d'après il va falloir un peu diminuer le nombre de séries et voir si vous arrivez à avoir l'idéal. En parlant de fatigue musculaire, eh bien, il y a certains exercices qui ne sont pas optimaux pour la prise de muscle. Encore une fois, c'est grandement individuel, je tiens à le rappeler. Premièrement, si l'exercice cible plusieurs muscles ou groupes de muscles, il y a de fortes chances pour qu'il soit impossible de ne cibler qu'un seul muscle ou groupe de muscles avec cet exercice. Ça paraît évident, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'exemple, c'est le deadlift. Le deadlift, ça utilise le dos, les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les bras, et il y en a peut-être même d'autres, mais rien qu'avec ça, vous avez 5 groupes de muscles différents qui sont ciblés par un exercice. Donc ça, c'est vraiment pas optimal si vous voulez favoriser l'hypertrophie. C'est pas le type d'exercice que vous voulez privilégier. Ce que vous voulez privilégier, c'est un exercice pour le dos, un exercice pour les quadriceps, un exercice pour les ischio-jambiers, un exercice pour les fesses, les fessiers, un exercice pour les bras, etc., etc.
Donc, euh, voilà, ça c'est un des types d'exercices qui ne sont pas optimaux pour la prise du muscle. Le deuxième cas, c'est si l'exercice ne vous permet pas d'avoir l'amplitude nécessaire pour étirer vos muscles en fin de mouvement. Alors, si c'est le cas de l'exercice, c'est à éviter. Parce que, comme on l'a cité, je vous l'ai dit précédemment, il est très intéressant d'avoir cet étirement. Il semble vraiment que ça apporte un gain au niveau de l'hypertrophie et donc de la prise de muscle. Donc si vous faites un exercice et que vous n'êtes pas en mesure d'atteindre l'étirement du muscle en fin de mouvement, eh bien il faut peut-être envisager d'éviter cet exercice-là. On va maintenant aborder la question du temps de pause entre deux séries. Alors moi, pendant longtemps, avec tout ce que j'ai pu entendre, je mettais des temps spécifiques, que ce soit 1 minute 30, 2 minutes, entre chaque exercice ou même 45 secondes des fois. Mais concrètement, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de temps minimum, et il y a simplement 4 facteurs permettant de savoir, si on doit repartir pour une série ou non. Et ça, ça fait maintenant, plusieurs mois que j'ai mis, ça en application. Donc sur plusieurs dizaines de séances, que ce soit des séances jambes ou des séances qui, utilisent le haut du corps. Et ça, c'est vraiment un truc qui a changé mon approche et qui me permet, aussi d'aller plus fort. Parce qu'en fait, grâce à ça, grâce au fait qu'il y ait pas un temps minimum qui soit imposé, ça permet d'y aller plus fort. Alors certes, ça rend peut-être la séance un tout petit peu plus facile et donc, ben, pour ceux qui adorent, être masochistes et se dire: «OK, au bout de 2 minutes, que je sois prêt ou pas, j'y vais, c'est pour la discipline et cetera», bah, continuez à faire ça si vous avez envie. Maintenant, voilà, moi j'ai trouvé que bien que les séances soient peut-être un tout petit peu plus faciles, ça n'empêche pas que grâce à ça, grâce aux 4 facteurs qui permettent de savoir si vous avez bien récupéré et que vous pouvez repartir, vous allez tout simplement hem, vraiment être en mesure d'y aller plus fort. Et le fait, d'y aller plus fort, ça va vous permettre de mourir pendant les pendant que vous allez faire les exercices, mais ensuite vous allez, par exemple pendant 3 à 5 minutes, bah, plus rien faire, vous reposer, attendre que, ça aille mieux pour repartir, tout casser et cetera et cetera. Bref, les 4 facteurs, permettant de savoir si vous, pouvez repartir ou non. Le premier, c'est si vous êtes à bout de souffle à la fin de votre série, alors bah, il va absolument falloir attendre que votre rythme cardiaque se calme et revienne à la normale, ainsi que votre rythme respiratoire. Ça paraît évident. Si vous faites des squats comme un malade, que vous finissez votre série et que vous n'arrivez pas à parler tellement vous êtes essoufflé, vous sentez votre cœur qui bat à 100 000 à l'heure dans votre cage thoracique, vous allez pas repartir. Voilà, il faut attendre que votre fréquence cardiaque redescende, rechute vers un niveau normal. Alors normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on fait un effort comme ça, euh, si vous sentez votre cœur qui bat fort dans votre poitrine, ça veut dire qu'on est au-dessus des 120 battements par minute, voire des 130 ou 140. Donc il faut attendre que votre fréquence cardiaque, elle redescende entre 90 et 110 battements par minute, j'ai envie de vous dire. Le deuxième point, c'est est-ce que vous vous sentez fort? Pas dans le muscle, mais la sensation qui vient du plus profond de vous, de votre cœur, et qui vous fait vous sentir fort. Si vous vous sentez fort, alors c'est bon signe. Voilà, si vous êtes assis, ça fait 1 minute 30 que vous avez fini votre répétition, vous vous dites est-ce que je repars? Et là, vous vous sentez fort, vous vous sentez chaud comme la braise, vous voyez? Vous avez, vous avez cette sensation de vous sentir fort, indestructible et de vous dire je vais tuer cette série de squats encore. Alors là, c'est un bon signe que vous avez suffisamment récupéré. Le troisième point, c'est si vous venez de faire une série,
par exemple, on va dire des tractions, et que les 2 points précédents sont validés, mais que vous sentez que vos avant-bras ne sont pas prêts pour repartir tout de suite, malgré le fait que votre dos, lui, est prêt, alors il faut attendre que les avant-bras aillent mieux afin de ne pas être limité par le nombre de répétitions que vous allez être en mesure d'accomplir. Donc ça, c'est aussi un point, c'est-à-dire que même si vous faites des exercices qui vont cibler un groupe de muscles en particulier, eh bien, ça va parfois amener d'autres muscles à être sollicités quand même. Et ces muscles, ça peut être eux les facteurs limitants. Sur les squats, c'est pareil. Admettons que vos jambes aient récupéré, que vous vous dites, je vais tuer la série. Mais que vos lombaires vous font mal, encore, ils vous font encore un peu mal, ben, il va falloir attendre qu'ils fassent un peu moins mal les lombaires parce que sinon, cette douleur, elle risque de vous empêcher de donner votre maximum et donc bah, ça va prévenir ça va un peu empêcher aussi d'avoir des gains qui sont maximum. Enfin, le dernier point, c'est est-ce que le muscle ou groupe de muscles ciblé a suffisamment récupéré pour être en mesure de faire au moins 5 répétitions. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Voilà, il faut que vos muscles ils aient récupéré et que vous soyez en mesure de faire des séries d'au moins 5 répétitions, parce que sinon ça veut dire tout simplement que votre muscle est trop fatigué, qu'il n'a pas assez récupéré. Donc, le bilan de tout ça, c'est que dès que l'on sent que l'on peut repartir, que nos muscles ont récupéré, on peut enchaîner sur la prochaine série. C'est-à-dire que pour certains exercices, vous aurez des temps de pause peut-être de 10 ou 20 secondes entre deux séries, alors que pour d'autres, ce sera peut-être entre 2 et 7-8 minutes, selon l'intensité en fait et la difficulté de l'exercice pour votre corps. Euh, on reprend vite fait les 4 points qui ont été cités précédemment, donc les 4 facteurs pour savoir si vous pouvez repartir. Est-ce que vous êtes à bout de souffle ou non? Si c'est le cas, attendez que votre rythme cardiaque redevienne normal et votre respiration aussi. Deuxième point, est-ce que vous vous sentez fort? Est-ce que vous vous sentez prêt à repartir? Est-ce que vous avez cette sensation que vous êtes un peu indestructible et que vous avez envie de tout casser? Troisième point, est-ce que, tous les muscles dont vous allez avoir besoin sont prêts, même ceux qui sont pas, qui travaillent pas? Voilà, est-ce que vous avez pas un endroit, de votre corps qui va vous limiter parce qu'il fait un peu mal? Et dernier point, est-ce que vous êtes en mesure de faire au moins 5 répétitions? Cependant, il semblerait tout de même qu'un temps de pause spécifique puisse avoir des bénéfices, et certaines études ont montré par exemple que pour améliorer ses niveaux de testostérone, eh bien, un temps de pause de 2 minutes, tout pile, pas plus, pas moins, ça semble être idéal. Voilà. Euh, donc, ça, c'est si vraiment vous avez envie d'optimiser autre chose que l'hypertrophie, vous pouvez vous intéresser à la testostérone, par exemple, si vous êtes un homme ou même une femme, hein, parce que les femmes ont aussi de la testostérone. euh, Ben, un temps de pause de 2 minutes tout pile entre chaque série, ça semble avoir des bénéfices. Mais sinon, bah, vous pouvez faire ce dont j'ai parlé juste avant. Euh, Avant-dernier point de ce premier épisode, c'est comment savoir si vous avez bien récupéré de vos efforts passés, que ce soit des efforts liés à de la résistance, donc à la musculation, ou bien même à de l'endurance. On va voir quels sont les facteurs de fatigue pour votre corps, puis on verra les types de fatigue pour conclure ce, euh, ce premier épisode. Donc, les facteurs de fatigue pour votre corps. Il y en a 3. Le premier, c'est activités physiques comme la salle, l'endurance, les sports collectifs, etc. Concrètement, c'est pas compliqué. Si vous faites du sport, que ce soit de la salle, de l'endurance, des sports collectifs, ça va être un facteur de fatigue pour votre corps. Ça, je crois que ça paraît évident. Deuxième point, ce sont les activités qui ont été pratiquées tout au long de la journée, que ce soit de la marche, de la randonnée, même des études ou du travail
plus généralement du travail intellectuel. Donc, par exemple, la marche, c'est simplement, vous allez marcher pour vous rendre sur votre lieu de travail ou votre lieu d'études. La randonnée, bah voilà, vous faites une petite randonnée en famille, etc. Ça, c'est une activité physique. Et puis, si vous faites un travail assez intense intellectuellement ou des études, etc., ça, ce sont des activités qui amènent de la fatigue pour votre corps. Enfin, le dernier point, c'est votre état psychologique, c'est votre santé mentale qui ont eh bien, un impact énorme sur votre récupération. Les pensées amenant des émotions fortes telles que la peur, le stress, l'anxiété vont mettre votre corps dans un état qui n'est pas du tout optimal pour votre récupération. Donc, si on résume, les facteurs de fatigue pour le corps, c'est en gros les activités physiques que vous allez faire tout au long de la journée, que ce soit sportif ou simplement de la marche, mais aussi les activités mentales que vous allez faire, donc les études, le travail, des choses intellectuelles, mais c'est aussi votre état psychologique, c'est aussi votre santé mentale. Euh, Comment est-ce que vous sentez? Parce que voilà, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, si vous avez peur, et ben ça va relâcher une ribambelle de, de, de produits chimiques, de substances chimiques, etc. dans votre corps, d'hormones, etc., qui risquent eh bien, d'un peu d'interférer avec votre récupération. Globalement, votre niveau d'activité quotidien, il a donc un impact sur votre récupération et rien que le fait de traquer le nombre de pas que vous avez fait dans une journée vous permet de savoir si vous en faites suffisamment ou même si vous en faites trop. Parce que oui, il y a certainement, surtout si voilà, vous voulez vous dédier au bodybuilding, si votre objectif c'est vraiment d'avoir un bon physique, d'avoir le physique que vous avez envie d'avoir, de vous le sculpter, ce physique-là, ben vous voulez optimiser l'hypertrophie de vos muscles et donc il faut pas trop bouger. Il faut quand même bouger. Évidemment, il faut pas faire 3000 pas par jour, c'est peut-être pas suffisant, mais il faut peut-être pas non plus en faire 15 ou 20 000. Ça, c'est peut-être trop pour votre corps. Il faut lui laisser le temps de se reposer pour qu'il puisse réparer les fibres musculaires et ainsi vous permettre de repousser de la fonte sur les groupes de muscles que vous avez fait précédemment le plus rapidement possible. Le dernier point de ce premier épisode de la série sur de cette série sur la musculation, le dernier point, ce sont les deux types de fatigue qui existent. Le premier type de fatigue qui existe, c'est une fatigue que l'on appelle une fatigue aiguë. Par exemple, vous faites un sprint de 200 mètres en montée. Vous allez être à bout de souffle, mais au bout de quelques minutes, ça ira mieux. Cependant, il n'en reste pas moins que vous aurez peut-être mal aux jambes pendant 1 ou 2 jours liés à cette activité, liés à ces sprints que vous avez fait. Cette douleur et ces légères courbatures, c'est ce qu'on appelle de la fatigue aiguë. Ensuite, le deuxième type de fatigue, c'est la fatigue cumulative. Grossièrement, qu'est-ce que c'est la fatigue cumulative? C'est la fatigue aiguë accumulée au fil de vos activités physiques. Donc, ce type de fatigue, il est inévitable car si vous ne la ressentez jamais, c'est que vous prenez trop de jours de repos et que vous ne pratiquez pas assez. Il faut donc être conscient de cette accumulation de fatigue et ainsi périodiquement relâcher un peu. En tant qu'athlète, vous devez prendre une phase de repos active tous les 6 mois, c'est-à-dire prendre 2 semaines où vous faites des choses ayant à peine un lien avec le sport, vous permettant d'éliminer tellement de fatigue que vous n'aurez à refaire cela que dans 6 mois si vous le faites bien. Puis, au bout de quelques mois, après votre reprise, vous prendrez aussi une semaine plus tranquille en continuant tout de même à pratiquer. Ensuite, après quelques jours, vous avez besoin de prendre 1 ou 2 jours plus tranquilles, par exemple lors des week-ends. Donc concrètement, vous avez deux types de fatigue la fatigue aiguë et de la fatigue cumulative. Et la fatigue cumulative,
C'est la somme de toutes les petites fatigues aiguës que vous avez eues. Donc les sprints, les séances de muscu, l'endurance, etc., etc. Vous allez accumuler au fur et à mesure cette fatigue. Donc, pour euh, eh bien, euh, manager cette fatigue, eh bien, vous avez à de chaque semaine prendre un, peut-être 2 jours de repos si vous en avez besoin. Ensuite, peut-être qu'au bout de 2 ou 3 mois, vous allez avoir besoin de prendre une semaine où vous en faites beaucoup moins. Et ça, on va en parler dans le deuxième épisode plus en détail de comment faire ça. Mais donc, faire une semaine où vous allez continuer à faire votre sport, mais vous allez faire moins pour permettre à votre corps de, euh, de récupérer. Et puis, comme je l'ai dit, tous les 6 mois environ, euh, vous aurez tellement accumulé de fatigue, malgré tous les petits jours de repos, etc., que vous allez sans doute avoir besoin de vous relâcher pendant 1 à 2 semaines où vous allez quasiment plus rien faire. euh, et vous allez vous reposer votre corps pour pouvoir repartir pour 6 mois intenses, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, c'était les 2 types de fatigue. Sur ce, c'est donc la fin de ce premier épisode où l'on parle de musculation, où l'on parle de prise de muscle, de séances, de séries, de récupération et de plein d'autres choses. J'espère sincèrement que vous avez appris des choses, que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Comme d'habitude, je ne vous remercierai jamais assez pour votre intérêt dans la science, pour votre intérêt dans la santé. Vous êtes encore une fois de formidables personnes. Vous êtes sur un formidable chemin, celui de l'amélioration de votre santé en général et de votre qualité de vie par conséquent. Et eh bien, rien que pour ça, je vous dis un grand merci. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, comme d'ordinaire, je vous souhaite une excellente journée.